Bonjour à tous, je suis Thomas de Cryptost et je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Nous sommes le lundi 9 novembre 2020 et nous allons passer en revue quelques actualités et analyses marquantes sur les crypto-monnaies. Pour commencer, on va jeter un œil sur le cours des cryptos. Rien de spécial aujourd'hui, tout a l'air de bien se passer pour l'instant. On a eu un bon retracement dans les 24-48 heures avec un Bitcoin qui est passé de quasiment 16 000 $ à environ 14 500. Un retracement nécessaire, me direz-vous, pour repartir sur de bonnes bases. On est aujourd'hui retourné à des niveaux plus que corrects avec un Bitcoin à 15 500 $ et un Ether à 450 $. On notera que d'autres crypto-monnaies du top 100 sont en très grande forme comme Aave, anciennement Lend, qui affiche un magnifique plus 15% en 24 heures et plus 60% sur une semaine. Aave dont le prix a quand même été multiplié par 2 depuis le 5 novembre, donc en 4 jours seulement. On a aussi le Celsius, Cell, avec plus 33% sur la semaine et qui est en forme olympique depuis avril-mai 2020. C'est hallucinant, il s'arrête jamais, il est passé de 10 centimes à quasiment 2 $ aujourd'hui, un x20 assez bien exécuté. On a également Yearn Finance, YFI, avec plus 31% sur la semaine. Certains l'avaient déjà enterré, mais non, il est toujours là, toujours debout. Après avoir atteint les 40 000 $ à mi-septembre, il était, c'est vrai, retombé à environ 8 000 $ le 5 novembre, renouant avec de très gros supports techniques, mais il semble désormais avoir retrouvé la pêche, comme le témoigne son prix, qui est passé de 8 000 à 16 000 $ en 2 jours. Il s'est aujourd'hui stabilisé à environ 14 500 $, environ 1000 $ de moins que le Bitcoin donc. Je voulais également vous montrer Google Trends, un outil qui permet de connaître les tendances en se basant sur les statistiques des recherches sur Google. Là, on va regarder les recherches pour le mot-clé Bitcoin sur les 5 dernières années, en France, aux États-Unis et dans le monde. Alors là, c'est le graphe de la France, ici celui des États-Unis et ici dans le monde. Bon, les trois graphes étant assez similaires, on va se concentrer sur celui de la France. On peut y voir que le pic de recherche a été atteint en décembre 2017, janvier 2018, le moment où Bitcoin a touché les 20 000 $ et où toutes les chaînes d'infos en parlaient. C'est donc le moment où il y a eu le plus de recherches sur Bitcoin. Et depuis, eh bien, plus grand chose, à part un léger regain d'intérêt depuis le premier confinement, en mars-avril. On a donc un Bitcoin qui est quasiment de nouveau à son plus haut historique, il est à 15-16 000 $, mais finalement, peu de gens s'y intéressent d'après les stats. Et vous le savez peut-être, mais quand votre chauffeur de taxi vous parle du Bitcoin, quand le coiffeur vous en parle, quand votre tante vous en parle, c'est généralement pas bon signe, il est trop tard pour en acheter. Mais quand le cours monte et que peu de gens s'y intéressent, c'est finalement plutôt bon signe et positif. Ça veut dire que la hausse se passe de façon saine et c'est un signal plutôt haussier d'après moi. Ça peut aussi vouloir dire que cette hausse serait plus due aux institutionnels qu'aux investisseurs particuliers comme vous et moi. On l'a vu dans l'actualité récente, il y a plusieurs entreprises qui investissent des millions dans le Bitcoin. Pour conclure, le Bitcoin est haussier, il est presque retourné à son ATH et les masses ne s'y intéressent pas encore. On passe à l'actualité, maintenant on va parler d'une erreur à 9 500 $. Un utilisateur d'Uniswap s'est emmêlé les pinceaux sur Metamask, il a payé des frais colossaux pour une transaction d'une toute petite somme. L'utilisateur Proud Bitcoiner s'est fait métamasquer, comme il le raconte sur le forum Reddit. Il avoue qu'il a confondu les champs gas limit et gas price lorsqu'il a utilisé Metamask pour sa transaction. Il explique qu'il a fait une première transaction en laissant Metamask remplir automatiquement les champs, mais que celle-ci a échoué probablement parce qu'il n'avait pas payé assez de frais. Il a donc décidé de remplir manuellement les champs, sauf qu'il a inversé les deux cases, et boum, c'était trop tard. L'utilisateur a donc renseigné 200 000 gwei dans le champ gas price, cela a donné une transaction à 9 500 $ de frais pour un échange valant seulement 120 $. Proud Bitcoiner explique que cela a détruit sa vie. Ça peut se comprendre, 9 500 $ c'est quand même une somme importante qui aurait pu servir à bien d'autres choses comme acheter une voiture ou investir dans un logement, par exemple. Alors est-ce que l'erreur vient de Metamask? Eh bien, Proud Bitcoiner explique qu'il avait récemment téléchargé la dernière version, la version 8.1.2 de Metamask, et qu'avant cette version, il n'avait jamais eu de problème avec le champ gas limit. La communauté s'est alors demandé s'il ne fallait pas implémenter une alerte lorsqu'un utilisateur faisait ce type d'erreur, c'est-à-dire lorsque le montant renseigné excède de loin le montant nécessaire au bon déroulement de la transaction.
L'erreur est cependant bien due à une mauvaise manipulation de la part de Proud Bitcoiner. Il a essayé de contacter Ethermine, la pool de minage qui a miné le bloc où se trouvait la transaction, mais pour l'instant il n'a reçu aucune réponse. Donc si vous qui regardez cette vidéo faites partie d'Ethermine ou si vous les connaissez, n'hésitez pas à faire passer le message. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ce type d'histoire, ni la dernière d'ailleurs, ça arrive régulièrement. Alors faites toujours bien attention quand vous réalisez des transactions sur Metamask, Uniswap ou ailleurs. Vérifiez bien les montants renseignés, n'hésitez pas à regarder des tutos avant de faire les manipulations et aussi vérifiez toujours plusieurs fois l'adresse sur laquelle vous envoyez vos fonds. Si vous passez d'un wallet à un autre ou d'un wallet à un échange par exemple, vérifiez les 5 premiers caractères et les 5 derniers de l'adresse par exemple. Normalement c'est suffisant et ça vous évitera des grosses erreurs. On va passer à Ethereum 2.0 maintenant. Le lancement d'Ethereum 2.0 est-il compromis? Je vous en parlais dans une précédente vidéo. Le lancement de la version 2.0 a été annoncé le 4 novembre dernier par la fondation Ethereum et sur Twitter par son fondateur Vitalik Buterin. Le lancement officiel de l'ETH 2.0 est donc fixé au 1er décembre, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de validateurs. Pour rappel, chaque validateur doit mettre en jeu 32 Ethers, ce qui représente, allez je vais vous la faire en euros, à l'heure actuelle ça représente environ 12 000 euros. J'ai regardé les données qui sont fournies par CryptoQuant et Ethereum 2.0 est encore bien loin de réunir les prérequis à son lancement, prévu le 1er décembre. Le contrat de dépôt d'Ethereum 2.0 n'a finalement reçu que très peu de contributions. Regardez, je vous l'affiche à l'écran, on y voit le nombre de validateurs uniques. À l'heure de l'enregistrement de cette vidéo, la phase 0 d'Ethereum 2.0 recense 225 validateurs uniques. C'est problématique parce que pour que la version 2.0 soit lancée, il faut qu'il y ait minimum 16 384 validateurs uniques. On en est donc quand même encore bien loin. On a parcouru environ 1,5% du chemin nécessaire. Alors même si le dépôt des Ethers n'est possible que depuis 5 jours, il y avait une telle attente autour d'Ethereum 2.0 qu'un démarrage aussi lent est surprenant. Notez qu'une bonne moitié de ces validateurs se sont d'ailleurs joints au projet dans les toutes premières heures. Alors si un tel rythme de participation se maintient, il est peu probable qu'Ethereum 2.0 soit lancé à la date initialement prévue, le 1er décembre. Continuons sur Ethereum, je voulais vous montrer un autre graphe qui correspond au nombre d'Ethers stackés. Je vous ai dit juste avant qu'on a besoin de 16 384 validateurs pour que le lancement d'ETH 2.0 ait lieu. Eh bien, il faut également que 524 288 Ethers soient déposés dans le contrat. Chaque validateur doit donc y déposer 32 ETH au minimum. Actuellement, c'est près de 50 000 Ethers qui ont été déposés, soit près de 10% du total requis. Mais si on regarde de plus près la courbe, on voit qu'elle est loin d'être constante. Il y a des bonds de plusieurs milliers d'Ethers fréquemment. Ici par exemple, ici, ça signifie en gros que des baleines, des gens qui ont beaucoup d'Ethers, en déposent une importante quantité. Ils gonflent ainsi artificiellement les statistiques des prérequis au lancement d'ETH 2.0. Mais on se retrouve donc avec le nombre d'ETH stackés à 10% et le nombre de validateurs à 1,5%, ça n'augmente pas de façon proportionnelle. Bref, à l'heure où je tourne cette vidéo, le déploiement d'Ether 2.0 en temps et en heure semble compromis et il pourrait finalement avoir lieu qu'en 2021, car il est peu probable que les prérequis soient remplis pour un lancement en date du 1er décembre 2020. Mais cette date du 1er décembre n'est qu'un indicateur donné par l'équipe de développement. Il est bien mentionné que si les prérequis ne sont pas respectés, la date sera repoussée de 15 jours et ainsi de suite jusqu'à ce que les prérequis soient enfin remplis. À noter quand même que si les plateformes d'échange ou si tout autre site internet venait à développer certaines fonctionnalités qui permettraient de servir d'intermédiaire entre les utilisateurs et le contrat Ethereum, peut-être qu'il y aurait plus de validateurs à l'avenir. Ça enlèverait les contraintes techniques qui doivent en rébuter plus d'un, et aussi les contraintes financières, puisqu'il serait peut-être possible de mutualiser les fonds avec d'autres utilisateurs afin de participer au projet avec 1 ou 2 ETH seulement au lieu des 32 requis. Affaire à suivre donc. C'était Thomas de Cryptost, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous êtes maintenant à la pointe de l'actualité crypto des dernières 24 heures et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, bon début de semaine à tous et bon lundi.